Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi TV+ pour vous informer les principaux titres de ce journal. La cité Alhambra dans la commune d'Akonda manque d'eau potable depuis plusieurs années. L'eau de forage constitue l'unique alternative permettant aux occupants de faire les travaux domestiques. Et puis en République démocratique du Congo, la situation humanitaire jugée très critique dans la province de l'Ituri. La persistance des attaques contre les civils fait de centaines de victimes dans la région. Vous le verrez. On ouvre cette édition d'information avec la plainte des passagers empruntant les taxibus sur l'itinéraire ancienne gare routière PK12. Il faut dire que ce tronçon, le coût du transport a été fixé à 500 francs depuis la pandémie de Covid-19. Seulement, le quota de nombre de places était réduit à 3 par place. Il faut dire qu'aujourd'hui, les prix n'ont pas changé. Pourtant, on remarque à l'intérieur de ces taxis la surcharge. C'est un constat fait par Lorraine Biengue. Que l'on soit à la gare routière, au PK12 ou à Rio, le spectacle est quasiment le même. C'est généralement entassé comme du bétail dans un taxi que les Gabonais doivent parcourir des dizaines de kilomètres pour vaquer à leurs occupations. Une réalité qui déploie les usagers. Bon, normalement, quand l'État avait décidé que normalement c'était 3 par personne sur le taxi-bus. Aujourd'hui, c'est mis à 4. Normalement, le tarif doit descendre. C'est que l'État avait pris en premier, c'était bon. Parce que quand vous êtes à 3 au moins, il y a des personnes qui sont grosses et des personnes qui sont minces. Face à cette situation qui n'a trop duré, les autorités publiques chargées du transport sont invitées à prendre leurs responsabilités. La sécurité des passagers dans les taxibus semble être la dernière priorité des propriétaires et des chauffeurs des minibus à usage des taxis. À chaque point d'embarquement dans les quartiers, ces véhicules ne démarrent que lorsqu'ils ont fait le plein de clients, ce malgré l'urgence des passagers. Autre fait d'actualité, la dégradation de la route du côté de Venayong, dans le 2e arrondissement de la commune d'Akonda. Là-bas, les habitants du mal à vaquer à leurs occupations quotidiennes. Le constat est signé Jessica Andjoa. La route de Venayong est en piteux état de pubellurette. Dans ce quartier du 2e arrondissement de la commune d'Akonda, c'est la gymnastique au quotidien. On sait tous que la route est un facteur de développement. Donc s'il n'y a pas de route, le développement ne sera pas adéquat. Donc comme vous-même vous constatez, l'état de la route, elle est vraiment dégradée. Et ce sera vraiment bien si ne serait-ce que faire un terrassement et voilà quoi. C'est difficile lorsque quand vous faites des courses, pour rentrer avec les courses ici, c'est toute une gymnastique. Et quand vous voyez, il y a tellement de nids de poules, il y a beaucoup d'eau, donc les taxis ne peuvent pas rentrer ni les clandos. Véritable inquiétude pour les habitants du quartier, un calvaire en toute saison. La route de Venayong est devenue inaccessible pour les clandomanes et autres taxis. L'état de la route, vraiment, elle est tellement dégradée. On aimerait quand même les autorités pensent un peu à nous. Parce que vraiment, l'état de la route, là, quand il y a la grande pluie, on ne peut plus passer par là. On est obligé de garer nos véhicules un peu plus haut là-bas. Les taxis ne rentrent pas ici. Si vous n'êtes pas un connaisseur de la route ou bien vous habitez ici, vous ne pouvez pas accéder. La route, l'un des leviers de l'économie nationale, le plan d'accélération et de la transformation serait la bienvenue, aussi bien dans la commune d'Akonda, de Libreville et bien plus, le Gabon tout entier. Nous restons dans la commune d'Akonda pour parler d'un tout autre problème, le manque d'eau potable à la cité Alhambra. Les habitants se servent uniquement de l'eau de forage pour faire les différents travaux domestiques, une situation mal vécue par ces habitants. C'est un reportage signé d'Aïcha Akoué. Des cuves, des bidons, des touques, toutes sortes de récipients autour de ces maisons ont pour objectif stocker les réserves d'eau. Ici, au sein de la cité Alhambra, où nous nous sommes rendus ce matin, les populations peinent à s'approvisionner. En effet, il n'y a pas d'eau potable dans la cité. Seule et unique alternative pour celles et ceux qui le peuvent, l'eau du forage, malgré les risques que cela implique. On pige dans les forages, on paye. Des fois, on part, même les forages sont gâtés, il n'y a pas. On se débrouille comme ça. Parfois, pour prendre un peu de l'eau, on traverse dans les lavages. Ou bien juste quand on veut laver, préparer, on a un forage, mais ce n'est pas comestible au fait. On ne peut pas le boire parce que ça sort parfois des boutons, des allergies. Et comme elle n'est pas traitée, on est obligé de faire avec.
Cette eau est juste faite pour se doucher, pour les besoins, pour les latrines, et puis pour quoi? Se doucher et laver le linge, mais pas pour boire. Donc nous n'avons pas d'eau potable dans la cité. Depuis l'aménagement de ces logements sociaux en 2016, les habitants luttent pour trouver de l'eau. Bien qu'il y ait des installations dans certaines zones, les travaux ne semblent pas aboutir. La population crie au désespoir. Ce que nous aimerons, c'est que les pouvoirs publics, en tête desquels le président de la République, fassent quelque chose de sorte que nous ayons de l'eau dans la cité. Un logement décent s'accompagne de l'électricité, de l'eau. Ces habitants plaident pour que le projet d'adduction d'eau potable se concrétise rapidement afin d'améliorer leur quotidien. Le problème d'eau potable dans la commune d'Akanda sera bientôt un lointain souvenir. Le gouvernement met tout en œuvre pour résoudre ce problème à travers le projet Pied-Pal qui consiste à améliorer la desserte en eau dans le Grand Libreville, ce qui pourrait d'ailleurs soulager les habitants. Les travaux sont en cours dans cette partie du Grand Libreville. Regardons. Permettre à la population d'Akanda de s'approvisionner en eau potable, un enjeu majeur des travaux débutés il y a plusieurs mois. Le projet Pied-Pal est une initiative du gouvernement gabonais en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Sur la zone d'Akanda, nous sommes en train de renforcer les capacités en eau. Ici, nous sommes dans le projet Pied-Pal. Le projet Pied-Pal, ici, c'est le renforcement des capacités d'eau dans le Grand Libreville. Il se passe un peu comme à Akanda. Nous avons Nzayon, nous avons un peu toutes les zones environnantes de Libreville en fait. On a débuté le projet normalement depuis 2022 sinon, début 2022. Il y a des personnes qui n'ont pas de l'eau. Donc nous, notre objectif ici, c'est d'amener toute la population gabonaise à avoir désormais de l'eau. C'est-à-dire que quand le Gabonais va avoir son robinet, peu importe là où il est, dans Akanda, dans le Grand Libreville, c'est d'avoir de l'eau. Parce que l'eau, c'est la vie. Ici, plusieurs outils et autres machines permettent l'élaboration de ce projet, même si certaines difficultés sont évoquées. Apparemment, ici, chez nous, ici, il y a plusieurs outils qu'on utilise ici. Il y a les pioches, il y a les rache-clous, il y a aussi les pelles. En tout cas, on a le groupe électrogène, il y a les scies circulaires. Voilà. Donc, il y a les motopompes, donc voilà. Et en plus, la machine là. Donc c'est un peu ça, on est vraiment bien équipés. Ah oui, les difficultés on en rencontre, surtout avec les riverains, surtout dans la signalisation et tout ça. On en rencontre parfois, il y a d'autres qui nous injurent même, et puis voilà. C'est le projet et puis on avance. Pour la population d'Akanda, les attentes sont nombreuses. Les travaux de reprofilage après installation des canaux d'adduction en eau potable devraient être de qualité. Activité présidentielle, Ali Bongo Ondimba en visite de travail et d'amitié en République populaire de Chine. Un voyage dans l'empire du milieu qui vise à renforcer les liens entre la Chine et le Gabon. Coopération qui ne cesse d'ailleurs de s'étendre dans un contexte où le Gabon, à travers sa diplomatie tout azimut, essaye de relancer son économie. C'est une analyse d'Alexandre Mbamdo. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, séjourne en terre chinoise pour une visite officielle de travail et d'amitié. En parlant d'amitié, le Gabon et l'Empire du Milieu entretiennent de très bonnes et longues relations depuis plus de 40 ans. Avec l'établissement le 20 avril 1974 des relations diplomatiques entre la Chine et le Gabon, la coopération bilatérale n'a cessé de se renforcer et s'élargir. À ce titre, plusieurs accords cadres ont été signés, dont les plus importants sont accord de coopération économique et technique le 6 octobre 1974. Accord portant création d'une commission mixte sino-gabonaise signée à Beijing le 2 février 1982. Accord portant sur la promotion et la protection réciproque des investissements signé à Libreville le 9 mars 1997. Et l'accord instituant les consultations politiques entre les ministres des Affaires étrangères signé le 11 novembre 2003. Avant l'actuel séjour en Chine, Ali Bongo a effectué du 30 avril au 10 mai 2010 une visite en Chine à l'occasion de l'exposition universelle de Shanghai. Au cours de ces 40 années de coopération, la Chine a effectué de nombreuses réalisations dans divers domaines, parmi lesquels le stade de l'amitié sino-gabonaise, les palais de l'Assemblée nationale et du Sénat. En outre, la Chine intervient dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de la pêche, des mines et de la construction des infrastructures.
Le volume d'échanges commerciaux entre le Gabon et la Chine a atteint 2739 milliards de francs CFA en 2022, soit une hausse de 50%. Une réalité qui contraste avec celle de la France, partenaire historique du Gabon, où on observe une tendance déclinante. Le vice-président de la République, Rose Christiane Osuka Raponda, a divisé avec l'ambassadeur de Cuba au Gabon, Alex González Garcia. C'était à la vice-présidence de la République. Les deux personnalités ont abordé les questions d'intérêt commun. Presse présidentielle. Entre le vice-président de la République et son hôte, l'ambassadeur de la République de Cuba au Gabon, il est question de consolidation des acquis en matière de coopération bilatérale. Des liens sous-tendus par différents accords dans les secteurs de la santé, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du sport, des domaines qu'il faut renforcer, tout en explorant des nouvelles pistes de coopération comme les sphères liées à la préservation de l'environnement et à la lutte contre les réchauffements climatiques. Pour échanger comment notre pays peut agrandir la coopération, je transmis à la vice-président la disposition et la volonté de notre gouvernement d'agrandir la coopération en tous les secteurs possibles. Aussi, je transmets l'intérêt du vice-président de notre pays, M. Salvador, d'inviter à la vice-présidente de rendre une visite au Cuba officielle. C'est possible, nous allons travailler pour une coopération plus forte entre nos deux pays. Porteur d'un message du vice-président de la République de Cuba, Salvador Valdés Mesa, à son homologue gabonais Rose Christiane Osuka Raponda, le diplomate cubain a souligné l'intérêt et l'attachement de la République de Cuba à hisser haut les liens de coopération avec la République gabonaise. Après la réception du diplomate cubain, Rose Christiane Osuka Raponda a reçu la directrice du Bureau régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre Argentina Matavel Pixin. Le renforcement de la coopération entre le Gabon et ce partenaire au développement était au centre des échanges. Presse présidentielle. Le FNUAP, l'agence onusienne en charge de la population sur les questions de genre, de santé, de bien-être et bien d'autres priorités, a été représenté au cabinet de travail du vice-président de la République par la directrice du Bureau régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. En visite officielle au Gabon, Argentina Matavel Pinchi a évoqué avec Rose Christiane Osuka Raponda le renforcement de la coopération entre le Gabon et ce partenaire au développement. Comme vous savez, notre mandat est vraiment se centre sur le développement et l'épanouissement de la femme, parce qu'on s'occupe de la santé sexuelle et de la reproduction, on s'occupe de violences basées sur le genre, on veut que on amène ça à zéro, et on veut aussi que la mortalité maternelle arrive à zéro au Gabon et partout dans le monde. Et pour ça, la planification familiale prend une place très importante, que toute femme, toute jeune fille qui veut retarder la grossesse ou espacer ses enfants, qu'elle puisse avoir accès, parce que c'est la base. Cette année, le gouvernement du Gabon a décidé d'adhérer au mouvement international de la décennie de 2020 pour le recensement général des populations et de l'habitation. Et donc, le FNUAP, mon agence, est en train maintenant, à travers notre représentant ici au pays, Dr Auguste Pognon, d'appuyer le gouvernement et travailler sur cela, de sorte que le recensement suive les normes internationales, les méthodologies qui sont accordées au niveau international, pour que les données soient fiables, qui vont permettre au gouvernement et à tous les partenaires au développement de bien planifier. L'égalité des genres constituant un droit fondamental, le FNUAP est très intéressé par le programme gouvernemental Gabon Égalité, un modèle de société qui assure tous leurs droits aux femmes et les protège contre les violences dont elles sont victimes. Elle a mis l'accent sur ce programme de Gabon Égalité parce qu'elle dit que le président de la République a vu que sans la femme, le Gabon ne pourrait pas arriver là où il veut. Et c'est pour ça que l'accent est là et on a eu le plaisir et l'honneur d'être à la célébration hier de la journée de la femme et ce matin à la remise des diplômes de 905 sages-femmes
qui sont à la base de la santé de la femme. Cette audience avec le vice-président de la République se tient au lendemain de la célébration de la Journée nationale de la femme. Il faut souligner que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, très sensible aux questions de droits de la femme et à son épanouissement socio-économique, avait décrété 2015-2025 comme la décennie de la femme gabonaise. L'actualité hors de nos frontières, à présent en République démocratique du Congo, la situation sanitaire est jugée préoccupante en raison des attaques en cours contre des civils dans le pays. Le bilan provisoire fait état d'une centaine de morts et des dégâts matériels importants. C'est ce qui ressort de la déclaration du porte-parole de l'ONU, Stéphane Duracic, lors d'un briefing aux journalistes à New York. C'est aux États-Unis d'Amérique. Le récit est signé de Maya Meza. Ces différentes attaques ont laissé les communautés dans un besoin urgent d'assistance. Le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies a de ce fait déclaré il y a quelques jours à peine que plus de 55 civils auraient été tués et d'autres blessés. Ce n'était qu'une des nombreuses attaques qui ont ciblé des communautés en Ituri. Depuis début avril, des groupes armés auraient tué au moins 150 civils dans les territoires de Ndjungu, Irumu, Mambasa. Nous et nos partenaires, nous nous sommes engagés à soutenir les personnes touchées par cette violence. Depuis le 12 avril, le PAM cherche à fournir de la nourriture et de l'argent à près de 239 000 personnes dans ces zones, y compris des personnes déplacées à l'intérieur du pays. Nous fournissons également des abris, des installations d'eau et d'assainissement, ainsi que des services de santé et d'éducation. Cependant, la livraison de cette assistance peut être retardée dans les zones qui ont été touchées par les récentes attaques. Des mois de violence et d'insécurité en Ituri ont déjà forcé 1,6 million de personnes à faire leur foyer. Les autorités doivent renforcer les mesures de protection des civils dans les zones touchées et exhorter les groupes armés à respecter les droits humains et le droit international. En Afrique du Sud, la crise énergétique fait réagir les économistes et autres spécialistes. C'est le cas de l'Angel Machel, économiste indépendante, qui estime que cette situation impacte considérablement l'économie du pays et freine le développement de celui-ci. Nous l'écoutons depuis Johannesburg. L'Afrique du Sud se trouve dans une crise énergétique qui dure depuis une quinzaine d'années et qui s'est nettement aggravée au cours des dernières années. Cela a eu des effets désastreux sur l'économie de l'Afrique du Sud, sur notre capacité de fonctionner. Nous avons vu des fuites économiques, des fuites de capitaux. Les gens préfèrent aller ailleurs. Les entreprises n'investissent pas autant. Elles préfèrent chercher d'autres endroits dans lesquels investir. Au bout du compte, cela a eu une incidence sur notre économie au cours des dernières années. Et cela continuera jusqu'à ce que quelque chose soit fait de toute urgence. And will continue to do so until something is done urgently. Au Soudan, à présent, des tirs et des explosions continuent de secouer Khartoum, la capitale du pays. Mardi soir, en dépit de l'appel à la trêve au 4e jour de combat entre l'armée et les paramilitaires qui ont fait près de 200 morts, le chef d'État égyptien Abdel Fattah al-Sisi affirme être prêt à entreprendre une médiation entre les protagonistes au Soudan pour parvenir à une trêve et ouvrir des négociations après avoir présidé une réunion du Conseil suprême des forces armées au Caire. Écoutons-le. J'ai dit au président Salva Kiir que nous sommes prêts à lancer une médiation auprès de nos frères soudanais pour parvenir à une trêve et ouvrir des négociations. Cela tient toujours. Nos contacts avec l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide n'ont pas cessé. Nous les contactons constamment à observer un cessez-le-feu et à éviter les fusions de sang en vue d'observer une négociation menant au rétablissement du calme. C'est la fin de cette édition d'information. Merci d'être resté en notre compagnie. Je vous retrouve demain
lorsqu'il sera 20h. Bonne suite de programmes sur TV+. Prenez soin de vous. Au revoir.